voiceofcongo.net news on real time. Lengo yote popola, lambo kanyaso, tele mape otuna, bakoloba tenge ya kombato. Bonjour, Loris Kassongo, présentatrice de voiceofcongo.net. Nous sommes à Resources for London pour une conférence que M. Charles Nana est en train de présenter aujourd'hui, samedi 13 juillet 2013. Donc restez connectés sur voiceofcongo.net pour en savoir encore plus concernant cette conférence. Ici, j'ai devant moi M. Charles Nana qui va nous dire quelle est la raison pour laquelle il est venu ici à Londres. Beaucoup de personnes le connaissent et c'est la première fois que nous recevons M. Charles Nana. Nous sommes vraiment honorés et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, M. Charles. Bonjour d'abord, excusez-moi. Écoutez, je suis venu à Londres à l'invitation du Conseil des résistants congolais de Londres pour essayer d'expliquer le résultat de mes dernières recherches sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans la crise des Grands Lacs de façon plus générale, mais de façon plus spécifique sur le silence de l'Europe sur les crimes qui sont commis au Congo depuis 1998 ou un tout petit peu avant. Et donc c'est pour cette raison que je suis venu pour partager le fruit de mes recherches avec la communauté congolaise et africaine de Londres. Vous savez qu'ici c'est le fief quand même des combattants? Oui, bien sûr. Je suis avec beaucoup d'attention et d'intérêt tout le travail que les combattants font en Angleterre depuis un certain nombre d'années et puis surtout l'action remarquable qui a été menée à l'université d'Oxford pour empêcher, n'est-ce pas, la campagne de communication orchestrée par Paul Kagame pour essayer de bénéficier de tous les privilèges qui sont attachés à son rang alors que dans le même temps il commet des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Et juste en deux mots, c'est quoi vos attentes par rapport à cette conférence? Je pense d'abord qu'il faut essayer de ressouder la communauté congolaise de façon plus générale, que tous les Congolais se sentent concernés par la tragédie qui touche leur pays et que les Congolais, la jeunesse congolaise se mobilise avec tous les résistants pour que, ils se retrouvent comme une seule voix, un seul homme derrière l'invasion ennemie. Voilà, c'était M. Charles Nana pour la conférence le 13 juillet, samedi 13 juillet, ici, Conférence for London. Merci, M. Charles. Tout le monde et nous saluons aussi notre invité du jour, le main speaker, M. Charles Nana. Et nous saluons aussi Jean-René Lumumba, le représentant du CRC qui organise cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, mettez-vous s'il vous plaît. Je remercie tout le monde. Je présente tout d'abord mes excuses à l'Assemblée par rapport au petit retard que nous avons commencé. C'est suite aux embouteillages que nous sommes arrivés un peu en retard ici. Je ne vais pas prendre un grand discours. Je ne vais pas donner un grand discours parce que je pense que les gens sont déjà fatigués avec beaucoup de ces discours qui se sont succédés bientôt là. C'est seulement pour rapidement vous dire que nous sommes dans un grand projet. Le projet, c'est, en anglais, comme on l'a appelé, Break the Silence. Nous voulons à ce que le public, comme nous vivons en Angleterre, le public britannique, soit informé de la situation de notre pays, de ce qui se passe chez nous. Et pourquoi cette guerre? C'est pour cela que nous avons lancé une campagne pour dire à nos frères britanniques, au public britannique, que s'il y a la guerre au Congo et une guerre silencieuse dont personne n'en parle, c'est parce que c'est à cause de nos minéraux, c'est à cause
de ces minerais qui sont vraiment aujourd'hui utilisés pour la fabrication de electronic devices. Comme on l'a dit là-bas, le centre de Congolais dans vos portables. Nous avons dit le portable parce que chacun de nous a un portable et le message qu'on veut passer au public britannique, on veut le réveiller, parce que dans l'air portable, il y a du sang de Congolais. Alors, c'est la campagne que nous avons commencée et je pense que je ne vais pas m'éterniser parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a déjà beaucoup de discours qui se sont succédés et vous êtes assoiffés d'écouter M. Charles Nana avec tout ce qu'il nous a réservé. Alors, je remercie une fois encore l'ensemble. Mais avant de clôturer, je sais peut-être que cela a été déjà fait. Je demanderai une fois encore à l'ensemble qu'on puisse se mettre debout pour 1 minute de silence pour penser à nos morts. Si on a mis 6 millions là-bas, c'est parce que, comme si vous lisez le livre de M. Charles Nana, c'est tu as tout dit au cœur de la tragédie congolaise, à son introduction. Il dit que les compteurs de morts, les compteurs internationaux de morts au Congo s'est arrêté. Et aujourd'hui, nous ne savons pas combien de morts. C'est jusqu'à ce que nous libérerons les Congos que nous aurons la chance peut-être de comptabiliser, d'aller village par village. Mais il y a des morts, pas seulement à l'est, à Kinshasa, au nord du Congo, au sud et partout. Merci. Je demande d'abord 1 minute de silence pour la mémoire des morts. En fait, maintenant, nous allons passer à notre frère, que tout le monde est venu nous écouter. Merci. Je remercie beaucoup très chaleureusement le CRC de m'avoir invité ici à Londres pour m'entretenir avec la communauté congolaise et les Africains de Londres sur la tragédie que connaît ce pays. Il se trouve que à plusieurs reprises, il a fallu que je vienne ici à Londres et pour diverses raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir, mes différents voyages ont été annulés. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la force des Congolais à Londres à pouvoir attirer l'attention de l'opinion publique britannique et bien entendu des médias britanniques sur les différentes personnalités politiques qui sont impliquées dans la tragédie de votre pays. Et toute l'agitation et le brouhaha que vous avez pu faire concernant leur visite à Londres a quand même attiré suffisamment l'attention d'un certain nombre de personnes pour comprendre que les Congolais étaient dans leur bon droit, un droit légitime de pouvoir revendiquer le droit le plus élémentaire que nous avons tous, c'est celui de vivre en paix dans son pays et surtout de pouvoir bénéficier de ses ressources. Je salue aussi nos amis et frères ivoiriens qui ont eu l'honneur aussi ou le malheur d'avoir une tragédie à la tête de leur pays par le remplacement brutal et je dirais illégal et illégitime du président Gbagbo qui a été arrêté, brutalisé, violenté dans des conditions atroces tout simplement pour une question électorale, pour une question de politique intérieure en Côte d'Ivoire. Et lorsque je m'étais élevé contre ce qui s'était produit en Côte d'Ivoire, c'était dans la même logique que ce que je faisais pour la RDC, parce que je ne conçois pas que les pays africains n'aient pas le droit de choisir librement leurs dirigeants.
de vivre décemment et normalement dans leur pays, tout simplement parce que soit parce qu'ils ont le privilège de vivre dans des pays avec beaucoup de ressources, soit parce que le ciel a voulu qu'ils aient des pays qui sont beaux, qui sont attractifs. Et donc, pour cette raison, on veut absolument les réduire à la position de servitude devant laquelle beaucoup de jeunes Africains ne sont plus prêts à accepter. Et surtout, cette position, si elle a eu un long règne sous la période coloniale, toutes les période coloniale que l'Afrique a connue, il faudrait aujourd'hui qu'un certain nombre de dirigeants sur le plan international et en Afrique comprennent que le monde change, le monde évolue et on ne peut pas continuer à penser le monde comme on le pensait en 1920, 1930 ou en 1940 pendant la veille des indépendances ou même au moment des indépendances ou après les indépendances. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, même nos propres enfants n'ont pas nécessairement la même vision que nous sur beaucoup de choses. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens tiennent absolument à ce que les Africains acceptent indéfiniment un certain nombre de choses qui sont inacceptables et qui sont inacceptables, y compris dans les sociétés occidentales. On voit très bien d'ailleurs la différence qu'ont en Occident, pour ceux qui vivent depuis très longtemps en Occident, la différence qu'il y a entre la vision que les Occidentaux ont de la vie tout court et la vision qu'ont leurs enfants ou leurs petits-enfants des mêmes choses. Donc le problème du changement est un problème universel, indépendamment des religions, indépendamment des cultures, et ça, je crois qu'on a encore beaucoup de difficultés en Occident à assimiler cette donnée élémentaire qui est une donnée universelle. Alors, pour revenir au sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui, je voulais simplement dire que, à la suite des intervenants et de ceux qui m'ont précédé, que ma volonté d'enquêter sur la crise des Grands Lacs a commencé tout simplement avec l'attentat du 6 avril. 1994 au Rwanda, au moment où 2 chefs d'État africains avaient été assassinés, tués dans l'avion, le Falcon 50 qui revenait de Dar es Salaam, avec à l'intérieur de cet avion le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Taryamira. Donc le but de cette enquête venait d'un étonnement. Le premier étonnement, c'était que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde parlait du génocide, qui était la conséquence directe de cet attentat, et surtout pas de l'attentat qui avait provoqué la mort de 2 chefs d'État africains. Donc je ne comprenais pas qu'en Occident, personne ne peut accepter qu'un ministre soit tué, soit assassiné sans qu'il y ait la moindre enquête, non seulement sur le plan national, mais lorsque ce ministre ou ce premier ministre, ou alors s'il s'agit d'un chef d'État, a une dimension internationale, il est impensable qu'une enquête de haute portée ne soit diligentée. Donc j'étais surpris par le fait que 2 chefs d'État africains soient tués avec leurs collaborateurs dans un avion, et personne ne veut absolument enquêter sur l'attentat. C'est comme ça que j'ai commencé ma curiosité sur la crise des Grands Lacs. Et évidemment, pour ceux qui ont eu la possibilité de suivre cette affaire, lorsque le président Kagame avait déposé une plainte contre moi devant la 17e chambre à Paris, le but de M. Kagame était de prouver que ce que j'avais écrit était soit erroné, soit absolument injustifié, infondé. Il se trouve que quelque temps après avoir, parce qu'il y a quand même eu 2 plaintes, il y a eu la plainte du président de la République lui-même, et puis la plainte de l'État rwandais. Donc il confondait volontairement l'État rwandais avec la rébellion, parce qu'il supputait que dans l'acte d'accusation, j'avais mis l'État rwandais en cause en mettant en cause l'armée patriotique rwandaise. Il se trouve que l'armée patriotique rwandaise que je mettais en cause était un mouvement de rébellion qui avait pris le pouvoir dans des conditions illégales et illégitimes, et que cette armée avait commis des atrocités au même titre que l'armée gouvernementale Hutu qui était en face. Et donc, même si les crimes de l'armée gouvernementale étaient des crimes qui pouvaient s'expliquer, je ne dirais pas qu'on peut accepter ou tolérer, on ne tolérera jamais des crimes, mais on pouvait expliquer
que face à une agression extérieure, la force, l'appareil répressif de l'État a besoin de justifier des moyens de défense de la sécurité nationale, la sécurité de ses citoyens. Donc, de ce point de vue, on peut expliquer et comprendre. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi la plainte concernant l'armée patriotique rwandaise mouvement de rébellion a été transformée par une plainte contre l'armée nationale. Mais cela dit, une fois que la plainte a été déposée, il y a eu quand même 2 plaintes en première instance, bon, il a été débouté et il a attaqué la 2e édition du livre en considérant qu'il fallait reprendre les procédures. Et 48 heures avant le procès, donc il a vu la liste des témoins. J'avais quand même un certain nombre de diplomates des Nations Unies et surtout le colonel Luc Marshall, qui était le commandant de la force des casques bleus belges au Rwanda pendant les événements, qui venait témoigner en ma faveur. Eh bien, il a décidé de se désister. C'était donc une preuve, en tout cas flagrante, que ce que j'avais avancé n'était pas complètement erroné ni stupide. Et depuis plusieurs années, on voit ce dossier patauger, on voit ce dossier s'enliser dans une procédure judiciaire en France, et on sait également que le tribunal pénal international a refusé ou s'est refusé à mener des enquêtes sur cet attentat qui fait partie des crimes qui ont été commis en 1994, parce que le mandat qui avait été confié au tribunal pénal international stipule très clairement que le procureur est obligé de travailler, d'enquêter sur tous les crimes qui ont été commis sur le territoire national rwandais du 1er janvier au 31 décembre 1994. Il se trouve que l'attentat du 6 avril a été exclu du calendrier du tribunal. Paradoxalement, tout le monde disait au début que cet attentat était l'acte fondateur qui justifiait la préparation du génocide. Et donc je ne comprends pas pourquoi on a écarté l'élément qui aurait permis de comprendre d'abord qui avait planifié le génocide et dans quelles conditions tout cela avait été mis en place. Eh bien, on s'est mis à juger les gens de façon tout à fait arbitraire et surtout en choisissant délibérément un camp. Et donc j'étais amené à enquêter sur le tribunal pénal international, notamment sur ses méthodes de travail. Bon, je me suis dit à l'époque, lorsque le procès contre M. Kagame était terminé, une campagne extrêmement violente a commencé contre moi et contre mes travaux, en disant que j'étais négationniste, révisionniste, etc. Bon, ne m'inscrivant pas dans une logique idéologique, parce que lorsque je mène mes enquêtes, je ne cherche pas à savoir si celui sur qui j'enquête est coupable ou innocent, je cherche à découvrir s'il a ou non une responsabilité dans ce qui est en cause. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que si c'était le président Kagame qui avait été tué le 6 avril 1994, j'aurais mené exactement la même enquête sans me poser des questions de savoir s'il est un criminel ou pas, parce qu'il est chef d'État, et lorsqu'on est chef d'État, on a un minimum de droits, même si on a beaucoup de responsabilités. Donc, je suis allé à La Haye rencontrer le procureur Carla Del Ponte, qui m'a fait beaucoup de confidences sur le traitement qu'elle avait reçu à Kigali au moment où elle voulait enquêter sur les crimes qui étaient commis par la rébellion Tutsi de Paul Kagame. Elle m'avait clairement dit qu'elle n'était pas venue au tribunal pour mener une justice ethnique, que son but était d'enquêter, de remplir sa mission, c'est-à-dire d'enquêter sur tous les crimes qui ont été commis par la rébellion, mais aussi ceux qui avaient été commis par les forces gouvernementales. Il se trouve donc au terme à la suite de la publication de cet ouvrage, Madame Carla Del Ponte a été évincée du tribunal pénal international sous d'arguments, le saut d'arguments extrêmement fallacieux, notamment le fait qu'elle aurait un cumul de fonctions et de charges, notamment concernant le tribunal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, les Nations Unies qui lui avaient confié la charge des 2 tribunaux savaient effectivement dès le départ qu'elle aurait en charge de juridiction ad hoc. Et il se trouve que dans ces arguments, quand on essaye d'examiner dans le détail ces arguments, on constate tout simplement que les ennuis de Madame Carla Del Ponte sont venus dès lors où elle a commencé à enquêter sur
les crimes commis par la rébellion Tutsi. Mais lorsqu'elle elle menait ses investigations, elle mettait en accusation et faisait juger les Hutus, elle était retournée de l'autre côté pour voir ce qui se passait. Alors là, les critiques d'Ibuka, de Africa Rights ici à Londres ont commencé à se multiplier contre Carla Del Ponte en disant qu'elle était une femme inconsistante, qu'elle était un procureur qui était doté d'une vision un peu partielle et parcellaire des événements du Rwanda. Donc, j'ai été amené à me dire que finalement, si il y a un certain nombre de gens qui, dans la région, commettent des crimes et que ces crimes ne peuvent pas être examinés par un tribunal pénal international, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a le silence sur ces gens-là. Et puis, j'ai donc commencé à enquêter sur le rôle de l'armée patriotique rwandaise en République démocratique du Congo. Et je me suis rendu compte que finalement, autant peut-être l'argument qui consistait à dire que les Hutus avaient commis des crimes au Rwanda et que pour cette raison-là, ils méritaient d'être assassinés à l'est du Congo ou massacrés, comme ça a été le cas pendant les différents épisodes de l'armée, la conquête de l'armée rwandaise au Congo, je me suis posé la question de savoir ce que les Congolais avaient fait, eux, en 1994, pour être envahis en 97 et puis en 98. Bon, évidemment, lorsque le livre est sorti, il y a eu beaucoup de gens qui avaient eu beaucoup d'inquiétudes pour moi sur ma sécurité, etc. Mais le problème, c'était qu'il fallait mettre en cause, comme j'ai dit toujours, je ne suis pas parti en disant que je veux chercher les coupables, parce que le rôle d'un enquêteur, d'un journaliste, n'est pas le rôle d'un officier de police judiciaire. Un enquêteur, un journaliste professionnel aboutit à une intime conviction au terme de son investigation. Ce qui n'est pas le cas d'un officier de police judiciaire. Une enquête judiciaire vise à mettre en examen ou finalement à innocenter quelqu'un qui est impliqué ou qui est soupçonné dans un crime ou dans un délit. Donc, je suis arrivé à l'intime conviction que le silence qui était orchestré dans les Grands Lacs autour des massacres de l'invasion du Congo procédait d'un parti pris effréné vis-à-vis de certains agresseurs. Et ces agresseurs, je les ai identifiés, c'était évidemment la rébellion Tutsi qui non seulement avait envahi le Congo, mais a essayé de mettre les Congolais en accusation en disant qu'ils étaient xénophobes et qu'ils risquaient aussi de faire comme les Hutus avaient fait en 1994, c'est-à-dire de pourchasser les Tutsis qui étaient effectivement établis et résidaient au Congo. Il se trouve que cet argument, moi je l'ai balayé d'un revers de main pour une simple raison que tous les Congolais savent, c'est que depuis l'époque du maréchal Mobutu, la plupart des Tutsis dits Congolais ou rwandophones qui vivaient dans ce pays ont bénéficié d'un certain nombre de privilèges, d'avantages et surtout l'État congolais a investi sur ces personnes-là en leur attribuant des bourses qui n'étaient pas toutes des bourses de mérite comme certains ont voulu le faire croire parce qu'il y a de leur pays et donc finalement tout c'est du fait que après avoir eu ce traitement de faveur attribué par les Congolais, la seule chose qui a été faite pour remercier les Congolais, c'était un coup de poignard dans le dos en essayant non seulement de massacrer les populations, de piller les richesses et surtout de s'installer en République démocratique du Congo en prétextant que les Congolais n'étaient pas capables de gérer leur pays, au point qu'on retrouve en 1997 lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir avec l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, James Kabarebe, qui se retrouve à la tête du Congo, de l'armée congolaise comme chef d'état-major. Je trouvais que c'était ça manquait quand même d'élégance dans la façon de reconnaître le bienfait par les Congolais à cette communauté. Et puis, je me suis posé une autre question au terme de ce travail, c'était surtout pourquoi dans les médias et au sein de l'Union européenne, il y avait
le même silence assourdissant, alors que les rapports se multipliaient sur le rôle du Rwanda en République démocratique du Congo, que les rapports sur le pillage ne cessaient de se multiplier. Le tout premier rapport, d'ailleurs, qui était sorti sur la question est daté de 2001, et à l'époque, j'avais discuté longuement avec la Congresswoman Cynthia McKinney, qui m'a dit qui m'a montré un certain nombre d'éléments qui montraient très clairement que l'action du Rwanda et les virements bancaires qui étaient faits à Kigali justifiant le financement d'un certain nombre d'acteurs internationaux dans ce conflit. Et donc, elle a beaucoup soutenu Madame Safiatou Ndao, qui était une Ivoirienne qui avait travaillé dans ce dossier, et au terme des preuves qui avaient été produites lors du premier rapport, elle a été menacée d'assassinat par le gouvernement de Kigali. Donc je ne comprenais pas pourquoi on menace d'assassiner des enquêteurs des Nations Unies lorsqu'ils produisent des éléments. Si on suppose que ces éléments ne sont pas probants et qu'ils ne sont pas pertinents, il y a d'autres voies et moyens pour les attaquer que de les menacer de mort. Donc j'ai décidé d'enquêter sur le rôle et l'action de l'Union européenne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Union européenne a été très impliquée, comme vous le savez, lors des élections de 2006 en République démocratique du Congo, en mobilisant des fonds très importants, et puis avec une présence diplomatique et politique aussi très forte, et surtout c'était une situation, un engagement qui était en quelque sorte au contraire à ce qu'on pouvait observer ou écouter dans le discours de cette institution. Et donc, j'ai décidé de me rendre à Bruxelles à de nombreuses occasions, de rencontrer un certain nombre de diplomates et de rencontrer un certain nombre de hauts fonctionnaires. Il se trouve que certains d'entre eux étaient effectivement choqués par ce qui se passait au sein de leur institution en République démocratique du Congo, mais aussi de manière générale dans les Grands Lacs. Et donc, j'ai pu obtenir un certain nombre de documents très importants et beaucoup de confidences faites par certains diplomates et de hauts fonctionnaires, mais j'ai surtout obtenu des documents venant de la cellule stratégique du Conseil des ministres, c'est-à-dire que l'institution, ou en tout cas le bureau qui est chargé de concevoir la politique étrangère de l'Union européenne en Afrique. Et donc, ces documents m'ont été produits, et j'ai découvert dans ces documents des choses extraordinaires. Et donc, j'ai décidé de les partager avec les Congolais et tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce que lorsque Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001, que se passe-t-il? Il se passe une chose très simple, c'est que les Congolais, on leur avait dit, lors de la chute du maréchal Mobutu, que le pays allait enfin sortir de 32 années de règne dictatorial. Alors, évidemment, beaucoup de Congolais y ont cru, parce que, évidemment, tout peuple normalement constitué est ravi de sortir d'une situation politico-militaire qui est oppressante. Donc les Congolais, pendant toute cette période d'ailleurs, dans la communauté internationale, personne n'avait osé dire un jour que Mobutu était un dictateur, puisque à l'époque, il était l'un des remparts anticommunistes pendant la période de la guerre froide, très important pour les États-Unis, et surtout le maréchal Mobutu avait accepté en quelque sorte d'être une force très importante dans la guerre qui était menée, la guerre de libération de l'Angola. Donc pour toutes ces raisons, à la fois géopolitiques et surtout géostratégiques, le Zaïre du maréchal Mobutu avait joué un rôle très important pour les Américains. Mais il y avait une autre raison qui était beaucoup moins invisible du point de vue des questions sécuritaires, de la sécurité internationale. C'est le fait que le coltan dont on parle aujourd'hui, qui est la source de tous les malheurs, était déjà dès 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, considéré comme une matière stratégique de la défense nationale américaine. Très peu de gens le savent, mais au même titre d'ailleurs que l'uranium, qui
est devenu aussi, en 1942, un produit stratégique. Donc, j'en parle très largement en donnant beaucoup de détails dans le livre C'est Tutti. Et pendant toute cette période-là, donc, le Congo va devenir le pays africain le plus attractif pour les États-Unis et pour la Grande-Bretagne. Mais comme ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que lorsque les militaires découvrent quelque chose, il faut parfois attendre 20 ans ou 30 ou 40 ans pour que cette découverte commence à être popularisée. Les téléphones portables qu'on découvre aujourd'hui, la technique pour faire émettre des messages sur des appareils qui sont autonomes étaient déjà opérationnels pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai pu comprendre cela lorsque j'avais échangé avec un officier français et surtout un tirailleur sénégalais qui m'avait expliqué que pendant la guerre, les tirailleurs, les Allemands, les soldats de l'armée allemande qui avaient été faits prisonniers par les tirailleurs, eh bien, ils arrivaient à réparer les vieux postes radio des tirailleurs sénégalais. Et avec ces postes radio, ils arrivaient à téléphoner à leurs parents au Sénégal. Et qu'à l'époque, eux, ils ne comprenaient pas comment, avec un vieux poste radio, ils étaient capables d'avoir une communication téléphonique avec leurs parents en Afrique, alors qu'il n'y avait à ce moment-là rien qui pouvait justifier ou permettre de comprendre que cette technologie était déjà opérationnelle. Donc, ce qui montre très clairement que l'enjeu pour le coltan était déjà, ce n'est pas par hasard que les États-Unis avaient décidé en 1942 que c'était une matière stratégique pour la défense nationale, c'est parce qu'ils savaient déjà tout ce qui était possible de faire avec ce produit. Donc pendant tout le règne de Maréchal Mobutu, ce produit est resté en quelque sorte sous silence. Personne n'entendait parler du coltan, de l'importance du coltan, mais il a fallu que le boom économique des nouvelles technologies pour faire ressurgir cette matière qui était déjà depuis très longtemps au Congo et dont tout le monde savait qu'elle était au Congo. À l'époque, l'enjeu de l'uranium était aussi de la même nature, c'est-à-dire que lorsque les Allemands avaient la bataille contre le Troisième Reich a commencé en Europe, la grande inquiétude des Américains et des Européens était que Hitler puisse s'emparer de l'uranium du Congo. Et pour quelle raison? Parce que très peu de gens savent que Hitler avait des forces qui étaient basées en Afrique du Nord et que pendant toute cette période-là, Hitler avait fait une propagande en Afrique du Nord qui était très importante par rapport à la présence française ou à l'influence française en Afrique du Nord. Et donc, la position de Benito Mussolini et d'Hitler était que si il y avait la possibilité de s'emparer des territoires comme l'Égypte, qui était une zone d'influence britannique, mais également l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, il y avait la possibilité d'avoir le contrôle donc sur le plan géopolitique d'une partie des territoires français ou francophones, et que immédiatement, en contrôlant le nord de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne était à portée et donc le Congo était très largement à portée de cette prise en main des nazis. Donc, il y avait des études très avancées qui étaient faites à l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne dans le but d'essayer d'obtenir l'uranium du Congo. Et donc, une course contre la montre s'est engagée entre les Américains et les nazis, où le président Roosevelt avait décidé effectivement de mettre en place un programme d'accès à l'arme nucléaire qui, avec l'aide d'Einstein. Donc j'avais pu retrouver, je crois que je signale cette lettre effectivement dans le livre C'est Tutti, Einstein avait dû écrire au président américain pour lui dire que le seul endroit important où il y avait de l'uranium qu'on pouvait utiliser pour préparer la bombe qui va exploser à Hiroshima et Nagasaki était au Congo. Et donc c'est comme cela que les Américains ont pu effectivement détacher
un officier de renseignement à cette période pour aller sur place au Congo, identifier le secteur, et la combinaison de la vente de tous ces produits ont été faits effectivement avec la Belgique qui sous-traitait pour le compte des États-Unis toutes les opérations militaires et secrètes de l'époque. Voilà en gros comment l'intérêt historique de ces produits stratégiques qui vont faire du Congo un pays important en Afrique, et surtout en dehors de tous les autres pays africains. C'était ce pays-là que tout le monde voyait déjà comme le pays sur lequel il faut pouvoir mettre la main. Donc les événements vont s'accélérer donc avec la chute du maréchal Mobutu, et c'est là que je me rends compte que plus la crise du Congo se développe et plus le silence s'amplifie, et surtout après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, on voit, qu'est-ce que je découvre au sein des documents de l'Union européenne? C'est que deux pays avaient pris position pour accepter l'intronisation de Joseph Kabila. Le premier pays, c'était la France, dont vous savez très bien qu'après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'était évidemment en France. Et puis, 2 jours après, il était à Washington. J'ai essayé d'analyser la situation pour comprendre pourquoi la France, qui était impliquée dans les événements du Rwanda et qui a été accusée, insultée à longueur de journaux par le Rwanda, pourquoi la France s'est retrouvée en train de soutenir Joseph Kabila, dont elle savait très bien il avait des liaisons étroites avec le régime de Kigali. Eh bien, pour une raison très simple, c'est que le président Jacques Chirac, à l'époque, vieillissant, après avoir marqué son opposition forte à l'intervention américaine en Irak, avait décidé de ne pas engager un bras de fer avec George Bush sur la question du Congo. Et donc, à partir du moment où les Américains avaient décidé de la fin de Laurent Désiré Kabila, le remplacement de Laurent Désiré Kabila par Joseph est devenu une préoccupation fondamentale pour les Américains. Et donc, évidemment, l'une des personnes, ou en tout cas l'un des pays qui avait à cette époque-là une certaine influence en Afrique francophone, c'était la France. La Belgique ne compte pas beaucoup dans le jeu international, contrairement à ce que pensent toujours beaucoup de Congolais sur ces histoires-là. Le poids de la Belgique dans les affaires congolaises est un poids apparemment essentiel, mais il est toujours accessoire par rapport au rôle et aux décisions des États-Unis. Et l'histoire est là pour vous expliquer, pour vous montrer clairement que c'est parce que la CIA avait pris la décision de faire assassiner Lumumba que les Belges ont accepté de sous-traiter l'opération, pour faire le sale boulot, comme on dit habituellement, communément. Donc, c'est donc vers la France que George Bush se tourne pour valider le choix de Joseph Kabila. Et donc, le président Chirac, ne voulant donc pas engager un bras de fer contre George Bush, accepte cette décision. Et d'autant plus que les Américains avaient menacé le président Chirac qu'il allait voir ce qu'il allait voir parce qu'il a osé s'opposer à la guerre irakienne. Entre-temps, les Américains étaient en train de préparer le bouillon Nicolas, qui était devenu un personnage politique très remuant au niveau du ministère de l'Intérieur, et il y avait une telle influence que les gens ne comprenaient pas pourquoi un ministre de l'Intérieur pouvait prendre autant de décisions qui n'étaient contestées ni par le Premier ministre ni par le Président de la République. Finalement, eh bien, parce qu'évidemment, on savait que c'est Nicolas qui allait devenir président un peu plus tard. Donc, le président Chirac, ayant beaucoup de problèmes avec la mairie de Paris, toutes les accusations de corruption, etc., qui menaçaient sa fin de règne, a préféré céder aux Américains sur Joseph. C'est comme cela que, évidemment, au sein de l'Union européenne, la décision va être prise de valider le choix de Joseph Kabila lors des élections de 2006. Et j'ai donc, en travaillant sur cette affaire, je me suis dit, les Congolais ne peuvent pas comprendre pourquoi les contestations des élections de 2006 n'ont pas porté leurs fruits, pourquoi les contestations de 2011 n'ont pas porté leurs fruits, si on ne comprend pas le deal qui a été fait entre les États-Unis et la France lors de la pseudo-élection de 2006. Et donc je découvre également que pendant toute cette période qui va
précédé les élections de 2006, l'Union européenne va être très fortement engagée en finançant directement les élections. Mais comment l'Union européenne finance les élections? L'Union européenne ne finance pas les élections sur la base de ses propres principes. C'est-à-dire en disant nous allons promouvoir la démocratie, nous allons promouvoir les droits de l'homme, nous allons promouvoir la liberté de la presse puisqu'elle est brutalisée, violentée au Congo et que finalement les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés dans ce pays. Et alors, par contre, qu'est-ce que l'Union européenne finance? L'Union européenne finance la sécurité du processus électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne va créer ce qu'ils ont appelé la police intégrée, c'est-à-dire une constitution d'une police nationale qui en fait n'existait pas ou qu'ils croyaient qu'ils étaient en mesure de faire, en mélangeant des gens qui ont commis des crimes au Congo et avec des éléments de l'ancienne police nationale. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont financer également ce qu'ils vont appeler le programme DDR, qui consiste à démobiliser, désarmer, à réintégrer. Réintégrer qui? Évidemment, des criminels de guerre, des gens qui ont massacré, violé les femmes au Congo, sont ces gens qui vont être mis dans l'armée nationale pour assurer la sécurité, non pas des Congolais, mais la sécurité du processus électoral. L'objectif de la République clair de l'Union européenne est d'éviter que le choix de Joseph Kabila en 2006 ne se transforme en émeute dans le cas où les Congolais vont protester vigoureusement contre ce choix. Surtout si Kinshasa est à feu et à sang, ou que s'il y a une véritable émeute à Kinshasa, eh bien le processus électoral risque d'être sérieusement ébranlé, mais surtout la légitimité de Joseph risque d'être complètement remise en cause et le plan qui a été défini au préalable de l'introniser risque complètement d'échouer. Alors, on va mettre tous les moyens et beaucoup de moyens pour que la police congolaise soit constituée de tous ces gens et que finalement elle évite les émeutes et les protestations à Kinshasa. Et donc ils vont dépenser beaucoup de millions de dollars pour assurer cette opération. Dans un premier temps, le programme de formation des policiers congolais a été initié, bien entendu, par la France et la Belgique, mais il sera aussi soutenu très indirectement par les Britanniques à travers les Sud-Africains. Donc, si vous voulez, ce que j'observe et que je vois dans les documents de l'Union européenne, c'est que le jeu et la politique de la Grande-Bretagne est très subtil, beaucoup moins volontariste et engagé, comme c'est le cas de la France ou de la Belgique, mais la Grande-Bretagne est toujours en finesse dans sa stratégie. Donc, on ne la voit pas apparaître. Mais par contre, dans la plupart des discussions et des négociations secrètes qui vont avoir lieu aussi bien au Palais de Marbre qu'avec un certain nombre de conseillers, il y a toujours un diplomate américain, britannique très influent qui est là et qui participe aux décisions. Eh bien, tous ces documents sont, j'apporte des explications et personne ne les a contredits jusqu'à présent, donc je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à redire puisque ce n'est pas moi qui ai écrit, ce sont des documents qui viennent de la cellule stratégique de l'Union européenne. Et donc, on constate que cette situation va prendre une dimension très particulière avec l'implication de Bemba, Jean-Pierre Bemba, dans la campagne électorale. Je me souviens très bien avoir vu les documents confidentiels de l'Union européenne où un diplomate britannique vient pour rencontrer les différents responsables politiques. Il rencontre Joseph Kabila, il rencontre M. Kamitatou et d'autres, mais il doit se rendre également à Kigali. Et Jean-Pierre Bemba commet l'erreur politique devant le diplomate britannique de dénoncer le rôle et l'implication du Rwanda à l'est du Congo. Évidemment, le diplomate l'a écouté tranquillement et très attentivement pendant les 30 minutes qu'il avait à s'exprimer, et
et il s'est levé, il lui dit take care, et il s'est levé, il est parti. Donc Jean-Pierre Bemba n'a pas bien compris, parce que quand le diplomate l'écoutait, il croyait que sa démonstration était très pertinente, et donc c'est pour cela qu'il l'écoutait, mais il ne comprenait pas très bien que la position officielle, en tout cas de la Grande-Bretagne, n'était pas celle de la remise en cause du rôle et de l'action du Rwanda en République démocratique du Congo, mais celle qui pouvait consister à voir si on pouvait avoir des alliances plutôt stratégiques ou intéressantes avec ceux qui aspirent à arriver au pouvoir à Kinshasa. Donc finalement, les Congolais se sont retrouvés en 2006, malgré les critiques qui étaient faites au sein même de l'Union européenne en disant, parce qu'il y a un expert italien dont je cite le nom également dans le livre, qui avait fait un rapport à ses supérieurs en disant qu'il ne faut pas que l'Union européenne donne l'impression d'avoir déjà choisi un candidat avant les élections. Ça fait mauvais genre et ça risque un peu de gêner les Congolais. Eh bien, finalement, ce monsieur, ses déclarations ont été repoussées. Et puis surtout, ce qui a été décisif et déterminant dans la mise à exécution de tout ce plan, c'est le fait qu'au sein même de l'Union européenne, quelqu'un comme Louis Michel, le commissaire européen, avait un poids très important, travaillait pour les intérêts du Rwanda. La preuve, c'est qu'en 2010, lorsque le rapport Mapping est sorti, il a créé le lendemain une association des amis du Rwanda au sein du Parlement européen, sans que les Européens trouvent quoi que ce soit à redire. Donc, j'arrive donc finalement à ce qui va se passer en 2011, c'est que là encore, au sein de l'Union européenne, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat parce qu'il y a disons les techniciens et les experts et quelques personnes qui ont beaucoup d'éthique au sein de cette institution qui considèrent quand même que la situation avec Joseph Kabila est très gênante parce que les Congolais... Bon, au début, ils ont avalé difficilement cette couleuvre, mais ils l'ont quand même avalée. Donc, ils se disent que s'ils ont avalé une fois, ils peuvent avaler une deuxième fois. Donc, mais d'autres experts au sein de l'Union européenne pensent que non, il ne faut pas pousser les choses jusqu'à ce niveau-là. Il faut quand même organiser une vraie compétition dans laquelle tout le monde va participer. L'Union européenne décide donc d'envoyer des observateurs sur place, lesquels observateurs viennent quand même faire des remarques très importantes en disant que on ne peut pas considérer que ce qui se passe au Congo est totalement transparent, on ne peut pas considérer que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, et puis surtout tout le monde est très inquiet sur les questions sécuritaires. Or, les questions sécuritaires vues de l'Union européenne, d'après les informations de l'Union européenne et les diplomates européens, c'est que c'est pas la sécurité des Congolais qui importe. La sécurité qui est la plus importante, c'est celle du déroulement tranquille du processus électoral. Et donc, là encore, des experts au sein de l'Union européenne vont émettre des critiques en disant que si on dépense autant d'argent, c'est quand même aussi pour protéger les Congolais sur l'ensemble de leur territoire. Eh bien, vous allez voir que pour ceux qui ont été à Kinshasa pendant cette période, vont remarquer que les forces de police, l'armée, étaient concentrées uniquement autour de la commission électorale indépendante, si indépendante était-elle, fut-elle, et donc finalement, et que partout ailleurs. Donc les membres de la commission électorale vont avoir un dispositif de sécurité très impressionnant. On va remarquer également que autour du palais de Marbre et de quelques autres endroits, pendant que au marché même de Kinshasa, il y a des petits très importants, ils sont traités au même titre que les Congolais, les citoyens congolais ordinaires. Donc, le vrai but et les véritables objectifs, c'est de valider encore une deuxième fausse élection contre la volonté populaire du peuple congolais. Donc, en rassemblant tous ces éléments, je me suis dit quand même trop c'est trop. Ce qu'on fait accepter aux Congolais, ce qu'on veut contraindre les Congolais à accepter, mais aucun pays occidental ne peut accepter le 10e de cela. Donc de faire organiser des élections sur un territoire occupé, la France n'aurait jamais organisé des élections sous l'occupation en 1940. Et personne, même les Anglais, quand ils ont décidé de combattre l'armée allemande, ils ne pouvaient pas
à ce moment-là, organiser des élections sur le territoire national. Donc, ce sont des éléments qui sont des éléments mais élémentaires de rationalité. Mais il se trouve que, et c'est pour ça que je pense qu'une réunion comme celle-ci et d'autres sont intéressantes, c'est que le travail que je fais, ceux qui ne comprennent pas très bien ma démarche, mais je pense que les Occidentaux comprennent très bien ma démarche. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne contredisent pas beaucoup ce que j'écris. Je ne suis pas dans une logique d'affrontement contre X ou Y, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans une démarche intellectuelle et une démarche de rationalité. L'objectif pour moi, c'est quoi? C'est que si on considère qu'on défend la démocratie, on défend toute la démocratie partout où il y a des démocrates. Si on défend les droits de l'homme, on défend tous les droits de l'homme partout où ils sont menacés. Si on défend la liberté de presse, on la défend partout et où elle est menacée. Donc je ne comprends pas pourquoi, très souvent, il n'y a plus de micro. Bon, je pense que les Anglais ne sont pas mécontents de ce que je suis en train de dire et que finalement, une partie des Congolais, je suppose que Kabila n'a pas de gens dans la salle, donc ce serait sympa parce qu'on aura un débat intéressant. Je trouve tout simplement que la façon de réagir quand il s'agit de l'Afrique et des Africains, de façon subjective, est complètement irrationnelle. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des théories disant que les Africains étaient des sous-hommes, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a eu des livres plus ou moins erronés écrits sur cet aspect des choses que les gens doivent conserver dans leur structure mentale et intellectuelle ce type de préjugés et ce type de perception des choses. Je reste convaincu qu'il y a en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, comme partout ailleurs, des gens raisonnables. Des gens qui, lorsqu'un sujet est posé sur la table, ils commencent d'abord par analyser comme n'importe quel expert sérieux, comme n'importe quel professeur éminent, objectif, analyse la question. Peu importe les sentiments qui sont les siens et peu importe les sentiments qui sont ceux de ces d'autres observateurs. Donc, sur les questions africaines et sur la région des Grands Lacs en particulier, les gens veulent d'abord qu'on soit ému par le fait qu'il y a eu 800 000 morts au Rwanda en 1994. Ces 800 000 morts, je les ai pleurés, comme tout le monde d'ailleurs. Et au moment où j'étais moi-même pris dans la machine de manipulation et de mensonge, je croyais, je me disais, mais c'est pas possible qu'on puisse tuer 800 000 morts, 800 000 personnes. Donc je reste aujourd'hui dans cette démarche en déplorant effectivement qu'il y ait eu 800 000 morts, 1 million ou un peu moins ou un peu plus au Rwanda. Mais je ne peux pas accepter une seconde qu'on me dise que pour cette raison-là, il faut en 1997 envahir le Congo, massacrer les Congolais, venir 10 ans après massacrer les Congolais, violer les femmes, traumatiser les enfants, les envoyer dans les mines pour chercher du coltan, etc. C'est inacceptable et c'est contraire au principe de l'Europe. Je vous remercie.